Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire culturelle, bien sûr, Tache d'encre. Au cours de cette édition, plutôt au cours de cette émission, nous jetons la lumière sur les dernières éditions, les dernières publications qui ont pris place sur la scène culturelle égyptienne durant les derniers jours ou plutôt durant l'année passée. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec un roman intitulé en arabe Fish et Tashbih. C'est une critique lancée par son auteur, l'ingénieur mais aussi l'écrivain M. Mostafa Tobgui envers la société égyptienne, les attitudes des Égyptiens après la révolution du 25 janvier. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous au studio M. Mostafa Tobgui. Bienvenue sur Native International. J'apprécie beaucoup votre travail. Tout d'abord, Fish et Tashbih, c'est le titre de ce roman. Ça peut correspondre au casier, si on peut dire, casier judiciaire dans lequel on met les empreintes des doigts de chaque personne. Mais ma question, pourquoi vous avez choisi ce titre et quelle est la signification exactement de ce titre ? Le fish et tashbih, si une personne veut être admise dans un emploi, c'est bien sûr les empreintes digitales ou les dactylographies. C'est par cela que je qualifie le peuple égyptien. C'est pour faire une trace digitale pour toutes les attitudes de la société égyptienne. Est-ce que nous avons des points positifs ou points négatifs? Dans ton introduction, oui. tu dis que la révolution du 25 janvier prouve que les jeunes égyptiens ne sont plutôt moins civilisés ou élevés que la plupart des jeunes du pays du monde entier. Mais loin des manifestations et des slogans dont une partie était sarcastique ou ironique, il y a bien clair des attitudes, des pensées ou des habitudes bien sûr qui se trouvent dans le comportement de ces jeunes égyptiens. Qu'est-ce que vous voulez souligner par tes phrases ? Nous sommes un peuple bien sûr sarcastique. Puisque j'ai fait une révolution, on ne va pas oublier les anecdotes et le sarcasme. Tout est égyptien maintenant. Toutes les révolutions ont pris l'attitude égyptienne qui a reçu le joug et aussi le régime despotique avec un sourire. C'est ça l'idée. Pourquoi vous avez pris l'initiative d'écrire une telle critique envers la société égyptienne, notamment après la révolution du 25 janvier? Vous avez écrit également ce livre, je crois, en 2011. Ce livre a été écrit avant la révolution d'un seul mois. L'idée était que j'ai vu que le régime en Égypte était au désespoir. Alors, pour améliorer les choses, on doit récupérer la positivité. L'objectif était de se rectifier parce que si le régime, si on n'est pas corrompu, alors il n'y aura pas de problème. Si on ne dépasse pas la loi, il n'y aura pas de problème. Mais maintenant, lorsque le régime est déchu, alors nous avons beaucoup d'initiatives et d'objectifs. Pourquoi ne pas se changer? C'est aussi l'idée du livre. Dans ton ouvrage, tu soulignes qu'on ne demande à personne d'être un savant dans le domaine nucléaire ou un homme de lettres brillant ou même un sportif bien éminent, mais on demande seulement d'être un Égyptien qui aime ce pays. Est-ce que vous pouvez nous révéler votre point de vue? Qu'est-ce que vous voulez dire? La plupart des gens qui ont été introduits dans la révolution et jusqu'à maintenant, ce ne sont pas des peuples saillants. Il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient très populaires et très ordinaires, ce qui les rend singuliers, qu'ils étaient amoureux de leur pays. On ne peut pas changer l'erreur justement parce que je n'ai pas l'autorité, mais on doit se changer auto-changement pour le meilleur. Il y avait beaucoup d'alternatives et beaucoup d'entraves pour ne pas avoir l'autorisation ou bien le pouvoir. Ce sont des choses qu'on se met pour avoir des preuves et des justifications pour être dans la même situation. Alors je parle que ça ne doit pas un leader, c'est un simple homme ordinaire.
Bien sûr, votre ouvrage est divisé en plusieurs articles dans lesquels tu observes les fausses situations sociales. Par exemple, dans ton premier article intitulé Yabash Mohandes, tu racontes comment les titres ingénieurs ou docteurs sont employés par les individus de la société égyptienne pour appeler les mécaniciens ou les techniciens ou les ouvriers sans eu égard à leur niveau d'enseignement. Ma question, c'est pourquoi l'emploi de ces termes par cette manière périt beaucoup, notamment que vous êtes un ingénieur aussi. C'est pas parce que je suis un ingénieur, j'ai écrit cela. Peut-être oui, ce mot, et je le rencontre à plusieurs reprises, mais hors du contexte de cet article, pour un thème plus grand, il y a beaucoup de termes qui n'est pas appropriés et qui se disent comme un médecin qui se dit un médecin et un ingénieur qui se dit un ingénieur. C'est utilisé dans un cadre plus élargi. Il y a un qui a un doctorat acheté par l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Il y a une sorte d'allégation que cela est lié avec mon titre, où j'abuse de cela pour donner un message. Alors je dis dans mon article que je suis dans une position, dans un poste comme un avocat ou bien un médecin ou bien un expert stratégique qui n'est pas un expert stratégique ou bien un conseiller juridique. Et il est un homme qui feint cela. Alors, c'est un vice dans certains personnages dans la société. Je dois les mettre dans la lumière pour l'éviter. Toujours en ce qui concerne votre ouvrage, dans votre introduction, vous avez écrit que, si on peut dire, cet ouvrage, c'est un appel au changement plutôt pour accomplir le changement engagé par les jeunes et pour lesquels les jeunes égyptiens sont tombés. Nous voulons plus d'éclaircissement en ce qui concerne cet appel que vous venez de lancer dans cet ouvrage. Je vois que les jeunes ont des vices ou bien des choses qui ne sont pas très positives. Durant la Révolution, tous ces vices étaient absents. Il y avait beaucoup de courage et de positivité et beaucoup de choses très positives. Malheureusement, après les 18 premiers jours, ces morales ont été inaperçues. Il y avait beaucoup de lois qui ont été suivies. Mais malheureusement, maintenant, on a aussi jusqu'à l'autre extrémité. Je veux changer les caractères des jeunes et j'en suis partie de ces jeunes. La nonchalance est aussi d'exagérer, de porter atteinte au préjudice sur des choses. Si on va remédier cela, l'Égypte sera meilleure. Je veux que l'Égypte soit meilleure avec nous en changeant nous-mêmes. Vous êtes un ingénieur, c'est-à-dire vous êtes un homme qui suit dans vos études le chemin scientifique. Donc pourquoi vous avez pris l'initiative d'être un écrivain? Pourquoi changer cette profession, si on peut dire, d'un homme de science à un homme de lettres? Ce n'est pas un changement. Je suis un ingénieur et je travaille dans ce domaine, mais je peux dire que la littérature n'a pas n'est pas acquis. Pour être un écrivain, si j'étais diplômée d'une faculté S-lettres, je ne dois pas être diplômée de cela pour écrire. J'étais auto-éduquée. Ce n'est pas monopolisé par certains peuples, non pas comme les médecins ou bien l'avocat. On doit avoir beaucoup d'études, mais la littérature a besoin de lire. J'ai beaucoup lu pour plusieurs personnages littéraires. Et si j'avais un talent, alors ça sera traduit par un ouvrage littéraire. Merci Dieu, j'avais ce talent depuis mes premières années. Je lisais et j'ai écrit beaucoup de romans et de petits contes. Ce sont les deux en perpendiculaire. Qui est l'exemple que tu suis dans votre manière d'écrire de tels romans, de tels articles?
ou plutôt de telles critiques sarcastiques? J'ai été élevée sur le style de M. Mahmoud Saadani, Ahmed Ragab et Galel Amer. J'ai beaucoup lu pour ces écrivains, soit des articles ou bien des ouvrages complets. Alors ça m'a plus largement ému. Mais chacun possède son propre talent et son propre style pour être caractéristique. Plutôt, ton œuvre porte sur des situations que tu as passées pendant ta vie quotidienne. Pourquoi tu as préféré d'être le héros de ton ouvrage? Est-ce que tu en as marre de ce qui se passe en Égypte socialement et cet ouvrage représente pour toi un critique ou un moment de soulagement? Je n'étais pas le héros, mais j'étais en train de décrire le paysage. Je ne faisais pas partie de cela parce que j'étais un témoin ou bien je faisais partie je n'étais pas sans erreur. Tout le monde a des vices. Et lorsque j'appelle pour se changer, alors je commence par moi-même pour changer. Je ne suis pas le héros, j'essaie d'observer. Dans un de vos articles qui se trouve dans ton ouvrage, Fichier Tachbih, tu dis que tu dois t'excuser à un chanteur populaire que tu même n'apprécies pas son art, car il a dit des paroles très importantes qui concluent la vie sociale culturelle en Égypte. Sa chanson dit « Oh où la vie est en panne, où la vie ne marche plus. » Je veux connaître les raisons de tes excuses. Je veux m'excuser parce que la corruption était dans tous les domaines, dans l'enseignement, la santé, la sécurité et dans la plupart des domaines ou bien les instituts de l'État, il y a beaucoup de corruption dans certaines parties. Alors cette chanson est décrit bien parce que c'est pas bien sûr l'art populaire, mais je m'excuse auprès de lui parce que j'étais contre lui, mais il a bien décrit la situation. D'après vous et d'après votre ouvrage très sarcastique, tu vois que les vagabonds ne sont que des hommes d'affaires très intelligents. Oui, les vagabonds, c'est vrai. Ils possèdent un style pour la persuasion. J'ai vécu une situation parce qu'une qui voulait supplier parce que ses enfants voulaient avoir un produit gazeux avec leur mets. Alors, ce n'est pas de la mendicité, mais c'est plutôt pour le luxe. Alors, il n'y a pas de morale là-dessus. Il y avait beaucoup de mendiants que je les vois dans des cinémas et possèdent beaucoup de propriétés. Alors, c'est de la fraude. On essaye de duper les gens pour avoir de l'argent qui ne sont pas les miens avec les meilleurs moyens. C'est ma propre conviction que les mendiants, ce sont des hommes d'affaires. Vous avez dit qu'il y avait une femme qui s'est mariée à un vagabond. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette situation ou cette histoire? C'est une histoire réelle. C'est l'une des camarades de mon épouse. Elle s'est mariée avec un homme d'affaires, des affaires libres. Après le mariage, elle s'est vue. Il dit que nous sommes des mendiants, nous sommes une famille de mendiants, nous travaillons dans le mois de Ramadan, nous essayons de collecter beaucoup d'argent pour toute l'année. C'est une réalité. Et lorsqu'il était un prétendant, il était très bien éduqué, mais c'était un mendiant. C'est ça l'idée. Dans un de votre article intitulé « Al-Shallouha al-Bashlaqa al-Falshaha »,
qui ne sont que des termes inventés et couramment utilisés par les jeunes Égyptiens. Tu te moquais du niveau civilisationnel qu'atteint la langue arabe. Ma question, c'est pourquoi, selon vous, ces termes sont inventés par les jeunes Égyptiens et quel est l'impact de ces nouveaux termes inventés par les jeunes sur la langue familière, mais aussi sur la langue arabe classique? C'est bien sûr la chalwaha. La langue classique ou bien la langue égyptienne est très belle, mais le dialecte est bien sûr une sorte de dérivation des mots ou bien l'usage de certains termes anglais pour les assimiler dans la langue populaire. Mais d'inventer des choses qui n'ont pas de fondement, c'est bien sûr parce que la culture s'est détériorée chez les jeunes ou bien le citoyen. D'utiliser un dialecte qui est très bizarre pour dire ce que je sens, alors ce n'est pas justifié que je ne veux pas utiliser le dialecte égyptien comme ceux d'Alexandrie, de Nubie ou bien ceux de tous les autres dialectes. Ce ne sont pas de l'arabe classique, mais on utilise cela d'une façon très ordinaire. Mais d'avoir recours à des termes qui vont démolir la civilisation arabe, alors ce sont des mots qui se trouvent maintenant. Mais après 10 ans, comment on va parler? Les jeunes utilisent des termes très bizarres, mais après 10 ans, il sera un parent et il va utiliser ces mêmes termes. Alors, les autres générations, comment ils vont parler? C'est très dangereux. Maintenant, on le prend de façon de moquerie, mais après 20 ans, on va s'apercevoir de ce niveau de danger. C'est un titre d'un autre article. C'est un terme prononcé par les gens pour exprimer l'action de saut ou plutôt pour exprimer leur surprise. Pourtant, tu soulignes que, dans ton ouvrage que les gens de Hoba qui possèdent l'argent et les lois de Hoba ont fait chuter, ou plutôt ont chuté le gouvernement de l'ancien régime, si j'ai raison, de l'ancien régime, c'est-à-dire le gouvernement de Moubarak. Ils n'ont pas fait déchu, ce ne sont pas les révolutionnaires. C'est bien sûr cette définition qui signifie une personne qui ne se trouve pas dans la même place. Dans l'Union soviétique, la mauvaise personne a été embauchée dans le poste. Alors pour cela, c'est détruit l'Union soviétique. Avant la révolution, le personnage erroné était dans les postes, alors il y avait beaucoup de corruption et de détérioration. Alors je parlais que le gouvernement de la Hopa était l'instigateur pour la révolution. J'espère de ne plus retrouver ces personnages et merci Dieu, les prémices sont très optimistes parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont bien. Aussi dans ton ouvrage sarcastique Fiche et Tashbih, tu dis que la crise, Fiche Tashbih, tu dis que la crise fatale de l'eau du Nil n'était pas définitivement mentionnée parmi les problèmes qui ont hanté la pensée de ceux qui sont descendus dans la rue pour réformer pendant la révolution du 25 janvier. Donc, quelles sont les véritables raisons de la crise de l'eau, selon vous? La crise de l'eau du Nil, bien sûr. L'eau du Nil, j'ai parlé 2 fois dans cet article. Le citoyen égyptien depuis 7000 années est très lié depuis l'époque des pharaons et sa civilisation aussi avec le Nil. Malheureusement, on l'utilise d'une façon très erronée, soit avec le comportement individuel de laisser le nettoyage et les débris agricoles et aussi les débris de certaines voitures. Et aussi, si quelqu'un tue une personne, il le jette dans le Nil.
c'est de façon publique. Mais en ce qui concerne le gouvernement, la crise du Nil, qui était très bien connue et qui va léser aux droits de l'Égypte dans l'eau du Nil, alors ce sont deux problèmes. L'usage erroné ou bien sain, et aussi le gouvernement qui doit s'assurer que toutes les personnes ont l'eau du Nil. Et qu'est-ce qui va se passer avec l'agriculture? Ce sont deux choses très dangereuses dans le niveau gouvernemental et Tu populaire. indiques encore que le tuk-tuk, le carro et le garar, c'est-à-dire un tricycle motorisé thaïlandais, c'est avant généralement des taxis dans les zones populaires et les zones rurales. La voiture à cheval et le tracteur agricole sont derrière les accidents de route très répandus ici en Égypte. Peut-être les Kérotes ne savent pas bien ce qui veut dire les charrettes et les chariots. Alors je sais très bien que le chariot est parti dans la situation, le sens inverse, alors que le policier ne peut rien faire. Il n'a pas de permis, alors de permis de rouler. Aussi le tuk-tuk il est conduit par un petit homme, par un jeune enfant. Il ne sait rien en ce qui concerne le trafic. Et aussi le chariot, il ne sait rien. Après la révolution, il y a un vide sécuritaire. Et les Kérotes ont bien vécu le problème du tuk-tuk qui roule dans chaque sens inverse. Il y a beaucoup d'accidents sur les autoroutes ou bien sûr l'autoroute principalement à cause de ces trois sens qui marchent dans le sens inverse et sont bien sûr de lumière. Le rôle de la sécurité, qu'on doit avoir des permis pour ces trois catégories et aussi de changer les charrettes et les chariots et aussi les ONG qui doivent sensibiliser les gens humaines sur ceux qui conduisent ces trois genres. On ne doit pas rouler dans le sens inverse. Il y a beaucoup de sens de trafic et de conditions qui doivent être... il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent là-dessus et j'espère qu'ils soient résolus. Donc vous voyez que le problème des accidents de route, c'est la culture ou plutôt l'éducation ou plutôt le manque de surveillance de la part des autorités gouvernementales ou quoi? Les accidents de l'autoroute et pour 90% de la culture d'un citoyen, si je roule d'après les limites qui sont permises, alors on va éviter les accidents et qui vont être restreintes. Mais si on roule très vite et très rapidement et on n'essaye pas de mettre la ceinture et de rouler sans la lumière du véhicule, ce sont des cultures qu'on appelle, ce sont de la bravoure extrême. C'est de l'extrémisme. Et aussi, s'il y avait beaucoup de campagnes sécuritaires sur l'autoroute, alors comme citoyen, j'aurais horreur d'avoir mon permis pris par la sécurité. Alors, on doit sensibiliser les gens qu'il y a beaucoup de directives à suivre. On doit avoir aussi le rôle du service de trafic. Et s'il y a une personne qui enfreint aux lois, on doit avoir aussi des mesures préventives et des mesures répressives. L'amendement doit être très grand pour ne pas recommencer. En Oman, on ne trouve pas aussi d'homme de trafic. Celui qui vient de la droite, c'est lui qui doit rouler, passer le premier. Sur toutes les autoroutes, on doit avoir le rôle de la sécurité, non pas seulement le Caire, l'Alexandrie et aussi la Haute-Égypte et le Sinaï. Ce sont des chemins où on trouve beaucoup d'empreintes et d'accidents de la route et on doit civiliser les gens pour suivre les directives. Sous le titre « Le réacteur de Tchernobyl et le Dandon ».
tu remarques bien l'indifférence des gens envers les crises, mais aussi leur irresponsabilité envers les autres. Pourquoi les gens ici en Égypte sont arrivés à ce niveau d'irresponsabilité et comment nous pouvons les changer, d'après vous? Ils ont atteint ce niveau pour deux raisons. La première est que je vois que la punition n'est pas très grande et si l'amende est imposée à l'heure, il y aurait une personne qui va essayer de la changer. Alors, le rôle de la loi est un peu faible parce que la punition n'est pas répressive et n'est pas préventive.